Une seule phrase peut être la clé qui tourne une serrure dont vous ignoriez l'existence. Pour Élise Ollet, une serveuse de 24 ans noyée sous les factures médicales de sa mère, cette phrase fut une simple observation. Pour Gédéon Pierce, un homme isolé du monde par des milliards d'euros, ce fut une fissure dans les fondations de toute sa vie. Elle essayait simplement de terminer son service. Il n'était qu'un autre magnate sans visage dans un costume coûteux. Mais lorsqu'elle vit la bague à son doigt, une lueur de souvenir devint un brasier qui menacerait de réduire en cendres une dynastie centenaire. Ceci n'est pas un conte de fées. C'est l'histoire de comment une remarque désinvolte dans un modeste bistrot a dénoué un écheveau de mensonges, de trahison et un secret que l'une des familles les plus puissantes de France pensait enterrer à jamais. Les néons du bistrot du coin fredonnaient une mélodie monotone, un son qu'Élise Ollet connaissait mieux que les battements de son propre cœur. C'était la bande-son de sa vie, le grésillement des steaks sur la plaque de cuisson, le cliquetis des assiettes en céramique bon marché, le faible murmure de conversation qui ne semblait jamais changer. À 21h un mardi, le bistrot était dans son accalmie nocturne, un bref répit entre le coup de feu du dîner et la foule de fin de soirée. Élise s'appuya contre le comptoir froid en acier inoxydable, roulant des épaules pour dénouer un nœud d'épuisement. Chaque muscle était endolori par une fatigue qui était plus que physique. C'était la lassitude profonde de l'âme à regarder sa mère, Laura, s'éteindre lentement dans une chambre d'hôpital beige et stérile. La clochette au-dessus de la porte tinta, tirant Élise de ses pensées. Un homme entra, et un rideau de silence invisible sembla tomber sur le restaurant. Il n'était pas simplement bien habillé, il semblait sculpté dans une matière différente du reste du monde. Son costume, d'un gris anthracite si sombre qu'il en était presque noir, lui allait avec la précision d'un scalpel de chirurgien. Ses chaussures brillaient même sous les lumières sales du bistrot. Il possédait cette sorte de confiance tranquille et absolue qui n'a pas besoin d'être annoncée. Elle est, tout simplement. Les quelques clients restants baissèrent instinctivement la voix, sentant une perturbation dans l'atmosphère familière et sans prétention du lieu. Il choisit une banquette dans le coin, glissant sur le vinyle craquelé avec une économie de mouvement qui dénotait une habitude du contrôle. Élise attrapa une carte et un verre d'eau, son sourire professionnel plaqué sur le visage. Bienvenue au bistrot du coin. Je peux vous proposer quelque chose pour commencer? L'homme ne regarda pas la carte. Ses yeux, d'un bleu étonnamment clair, rencontrèrent les siens pour un bref instant dédaigné. Just un café noir. Sa voix était basse et résonnante, un violoncelle dans une pièce de flûte en fer blanc. Ça arrive tout de suite, dit Élise en se retirant vers le comptoir. Son amie et collègue, Chloé, se faufila à ses côtés, les yeux brillants de curiosité et d'un soupçon de malice. T'as vu ce monsieur plein oie? Il se croit trop bien pour regarder la carte. Je parie 10 € que c'est Gédéon Pierce. Élise fronça les sourcils en versant le café dans la tasse blanche épaisse. Qui? Gédéon Pierce. The Pierce International. La moitié des nouvelles tours du quartier des affaires leur appartient. Mon père était chef de chantier sur l'un de leurs sites avant d'être licencié. La photo de ce type est dans les pages économiques une semaine sur 2. On dit qu'il est impitoyable. Il a transformé les millions de sa famille en milliards avant d'avoir 30 ans. Élise jeta un coup d'œil à l'homme. Il regardait par la fenêtre, son profil net et sévère se découpant sur la rue éclairée au néon. Il ressemblait moins à un homme d'affaires qu'à un prédateur se reposant. Entre deux chasses. Elle sentait une tension émaner de lui, une énergie contenue qui rendait l'air autour de sa table plus dense. Elle prit la tasse et la soucoupe, sentant le poids de la porcelaine dans sa main. Eh bien, pour moi, c'est juste un autre client qui veut un café noir. Elle retourna à la table et posa le café. Voilà, monsieur. Au moment où il tendit la main pour saisir la tasse, sa main émergea de sa manche ornée de boutons de manchette, et à son annulaire droit, niché contre sa peau, se trouvait une bague qui coupa le souffle d'Élise. Ce n'était pas sa taille ou son éclat qui l'arrêta. C'était le dessin. Une chevalière masculine complexe, faite d'un or pâle et beurré. Gravé sur la face plate se trouvait un sceau, un phénix stylisé. Ses ailes étaient largement déployées avec un unique et minuscule saphir serti dans son œil, scintillant comme une étoile capturée. L'anneau lui-même était unique, sculpté pour ressembler à des plumes entrelacées. L'esprit d'Élise vacilla. Elle revit la même bague, non pas brillante sous la lumière d'un bistrot, mais reposant dans une petite boîte doublée de velours sur la table de chevet de sa mère. La bague de Laura était identique dans les moindres détails, jusqu'au minuscule œil de saphir d'un bleu impossible. C'était son bien le plus précieux, la seule chose qu'elle avait refusé de vendre, même lorsque les factures médicales étaient devenues un raz-de-marée menaçant de les noyer. Son père, avait-elle toujours dit, la lui avait donnée sur son lit de mort. C'est une promesse, Élise, murmurait-elle, sa voix fine et fragile. Une promesse de ce qui est juste. Les mots s'échappèrent de la bouche d'Élise avant qu'elle ne puisse les retenir,
un murmure silencieux et stupéfait. « Oh monsieur, ma mère a une bague exactement comme la vôtre. » Gideon Pierce Figia, essaye main planan audaces de la tasse de café. Il la rétracta lentement, et ses yeux bleus perçants se levèrent pour rencontrer les siens. Le dédain désinvolte avait disparu, remplacé par une soudaine intensité glaciale. Il ne parla pas. Il se contenta de la fixer, son regard si aigu et analytique qu'elle eut l'impression qu'il la disséquait, cherchant la chute d'une blague qu'elle ne racontait pas. L'air entre eux crépitait, le silence du bistrot s'épaississant en une attente palpable. Chloé, derrière le comptoir, avait cessé de polir les verres, sentant le changement soudain de l'atmosphère. Le bourdonnement des néons semblait s'être intensifié, un bruit strident dans le vide soudain. Chaque seconde qui s'écoulait semblait étirer l'éternité, et Élise sentait une sueur froide perler sur sa nuque. Elle aurait dû se taire, se mordre la langue et s'éloigner, mais il était trop tard. La porte vers un passé inconnu venait d'être entr'ouverte, et elle sentait instinctivement qu'elle ne pourrait plus jamais la refermer complètement. L'homme en face d'elle n'était plus un simple client, mais le gardien d'un secret qui, d'une manière ou d'une autre, était lié au cœur même de l'histoire de sa propre famille. Elle sentait le poids de décennies de silence converger vers cet instant précis, dans ce bistrot ordinaire, sous le regard d'un milliardaire dont le monde était sur le point de entrer en collision avec le sien. Le silence s'étira, lourd et tendu, jusqu'à ce que Gédéon Pierce le brise enfin. Sa voix, lorsqu'elle vint, était plus basse qu'auparavant, presque un murmure, mais elle portait une menace indéniable. « Excusez-moi, dit-il, chaque syllabe étant un éclat de glace. » Le cœur d'Élise martelait contre ses côtes. Elle sentait le regard inquiet de Chloé depuis l'autre côté de la pièce. Elle aurait dû s'éloigner, garder la bouche fermée, retourner à la sécurité de l'anonymat. Mais l'image de la main frêle de sa mère serrant cette bague identique était gravée dans son esprit. « La bague, balbutia-t-elle, pointant un doigt tremblant. Sur votre main. C'est là. Même que celle de ma mère. Le phénix, le petit saphir. » Tôt. Une lueur de quelque chose d'illisible traversa son visage, ni surprise, ni reconnaissance, mais quelque chose de plus dur, de plus sombre. Il retourna lentement sa main, examinant la bague comme s'il la voyait pour la première fois, un acteur évaluant un accessoire inattendu sur scène. « C'est impossible, déclara-t-il. Ce n'était pas une supposition. C'était un verdict. Sa certitude était absolue, une forteresse contre laquelle les mots d'Élise semblaient s'écraser comme de faibles vagues. Mais ce n'est pas le cas, insista Élise, sa voix gagnant une nuance de désespoir. Elle l'a depuis que je suis né. Son père la lui a donnée. C'est une pièce unique, lui a-t-il dit. Gédéon Pierce posa sa main à plat sur la table, la bague une accusation dorée et silencieuse. Son regard était d'acier froid. Cette bague, dit-il, articulant chaque mot avec une précision glaçante, est dans la famille Pierce depuis plus de 100 ans. Elle a été faite sur mesure pour mon arrière-grand-père, Alaric Pierce. Il n'en existe aucune autre. Il n'y en a jamais eu d'autre. Vous vous trompez. Le caractère définitif de son ton était comme une gifle. Il la traitait de menteuse, ou pire, de folle. L'injustice de la situation, s'ajoutant à son épuisement et à sa peur pour sa mère, alluma une étincelle de défi en elle. Elle redressa les épaules, refusant d'être intimidée. « Je ne me trompe pas, dit-elle, sa voix basse mais ferme. Je l'ai tenue dans mes mains 1000 fois. J'en connais chaque détail. Je pourrais la dessiner de mémoire. » Il se pencha en arrière, un léger sourire condescendant effleurant ses lèvres. Il n'atteignit pas ses yeux. « Une histoire fascinante. Quel est votre nom? »« Élise. Elise Howlett. »« Eh bien, mademoiselle Howlett, dit-il en prenant sa tasse de café et en buvant une gorgée lente et délibérée, votre mère est soit une menteuse, soit une voleuse. Parce que la seule façon pour elle d'avoir une bague comme celle-ci, c'est que ce soit celle qui a été volée à ma famille il y a 50 ans. Il reposa la tasse avec un léger clic. Le son résonna dans le silence soudain du monde d'Élise. Voler. Le mot flottait dans l'air, épais et venimeux. Sa mère, la personne la plus douce et la plus honnête qu'elle connaisse, une voleuse. L'accusation était si absurde, si vile, que c'était comme si on lui disait que le soleil se levait à l'ouest. Gédéon Pierce plongea la main dans la poche intérieure de sa veste de costume, en sortit un portefeuille en cuir fin et en extirpa 3 billets de 100 €, les posant sur la table. C'était plus que ce qu'elle gagnait en 2 services. C'était une insulte, un congédiement. Pour le café et pour votre temps, dit-il, ses yeux regardant déjà au-delà d'elle, vers la porte. Il se leva, la puissance de sa présence remplissant la petite banquette. Il était déjà parti, passant à autre chose, la laissant dans les décombres de ses paroles. Alors qu'il se dirigeait vers la sortie, Élise retrouva sa voix. Ce n'est pas une voleuse. Il s'arrêta à la porte, le dos tourné.
Il ne se retourna pas, mais sa voix porta clairement à travers le bistrot silencieux. Alors, prouvez-le. La clochette tinta de nouveau, et il disparut, laissant Élise debout au milieu du restaurant, le cœur battant, le bourdonnement des néons ressemblant maintenant à un cri. Les 3 billets neufs sur la table semblaient être le prix du sang. Elle n'avait pas seulement servi un café à un milliardaire. Elle était tombée sur une histoire, son histoire. Et ce faisant, elle réalisa avec une terreur glaciale qu'elle venait peut-être de détruire la sienne. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut un enchaînement flou de feux de circulation et du battement anxieux de son propre cœur. Les mots de Gédéon Pierce résonnaient dans sa tête. Une menteuse ou une voleuse. C'était absurde. Laura Oley était une femme qui retournerait dans un magasin pour rendre quelques centimes de monnaie en trop. L'accusation était une fléchette empoisonnée, et Élise sentait son venin se répandre en elle, contaminant les souvenirs les plus purs de sa mère. Chaque feu rouge était une torture, un arrêt forcé qui la laissait seule avec ses pensées tourbillonnantes et l'image du visage dur et dédaigné de Pierce. Elle se gara dans le parking de l'hôpital, coupant le contact avec un geste brusque. L'air dans la voiture était étouffant. Elle resta un long moment, les mains crispées sur le volant, essayant de reprendre son souffle, de rassembler ses esprits avant d'affronter sa mère. Comment pouvait-elle regarder Laura dans les yeux en sachant qu'une telle accusation planait sur leur famille? Comment pouvait-elle même commencer à poser des questions sans laisser transparaître l'horrible doute que cet homme avait semé en elle? Elle trouva sa mère endormie, le visage pâle et creusé contre la blancheur immaculée de l'oreiller de l'hôpital. Le bip constant du moniteur cardiaque était une assurance rythmique fragile. Sur la petite table de chevet, à côté d'un verre d'eau et d'un livre de poésie usé, se trouvait la petite boîte de velours bleu foncé. Avec des mains tremblantes, Élise la prit. Le velours était usé par endroits, lissé par d'innombrables caresses. Elle ouvrit le couvercle. Elle était là, la bague en or pâle captant la faible lumière du couloir, le phénix avec ses fières ailes déployées, et l'œil, un minuscule saphir qui semblait contenir un univers de secrets. Elle était identique. Il n'y avait aucun doute. Chaque détail, chaque plume gravée, chaque courbe de l'oiseau de feu correspondait parfaitement à l'image gravée dans sa mémoire de la bague au doigt de Gédéon Pierce. Elle sentit un frisson la parcourir. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une impossibilité qui était pourtant réelle, tangible, entre ses doigts. « Élise, ma chérie, c'est toi ?» La voix de Laura était faible, rauque. Élise referma rapidement la boîte et se tourna, forçant un sourire. « Salut, maman. Je ne voulais pas te réveiller. Tu es en retard. Service difficile ?» Les yeux de Laura, bien qu'embrumés par la maladie, étaient encore vifs, encore pleins d'un amour féroce qui avait été l'encre d'Élise toute sa vie. Le train-train habituel. Élise ne pouvait se résoudre à dire la vérité. Comment pouvait-elle formuler une accusation aussi monstrueuse à cette femme frêle? Comment allait-elle? Comme si j'avais été écrasée par un camion très lent et très cher, dit Laura avec un faible sourire. Les médecins sont passés. Encore des discussions sur les options. Tout se ressemble. Elle se déplaça dans le lit en grimaçant, et ses yeux tombèrent sur la boîte dans la main d'Élise. Sans expression Chanhair. La lassitude fut remplacée par un regard familier et gardé, un voile protecteur qu'Élise avait vu de nombreuses fois au fil des ans chaque fois que le passé était évoqué. Tu regardais cela beg. Jay. Élise hésita, cherchant ses mots. Je pensais juste à elle, à papa. La main de Laura, fine et sillonnée de veines bleues, se tendit et elle tapota le matelas à côté d'elle. Élise S. Ton grand-père, corrigea doucement Laura, comme elle le faisait toujours. C'est mon père qui me l'a donné. Pas le tien. Le père d'Élise avait été un homme bon, un mécanicien mort dans un accident d'atelier quand elle avait 10 ans, ne laissant derrière lui que des dettes et des souvenirs heureux. La bague était antérieure à lui. C'est vrai, papy, dit Élise, son esprit tournant à plein régime. Elle devait être prudente, douce. Maman, raconte-moi encore son histoire. À propos de la bague. Le regard de Laura dériva vers la fenêtre, vers le ciel sombre au dehors. Il n'y a pas grand-chose à dire que tu n'aies déjà entendu. Mon père, Aurélien, était un homme silencieux, un homme brillant, un ingénieur. Il travaillait pour une grande entreprise dans l'Est. Il a dit que la bague était le paiement d'une promesse. Une promesse qui a été rompue par des hommes puissants. Quel genre de promesse? Assista Élise, essayant de garder sa voix neutre. Elle sentait qu'elle était au bord d'une révélation, que les vagues histoires du passé étaient sur le point de prendre une forme solide et potentiellement dangereuse. Il ne l'a jamais dit, répondit Laura, sa voix se faisant plus basse. Seulement que c'était pour reconnaître ce qui était juste. Il m'a fait jurer de ne jamais la vendre, de la garder en sécurité. Il a dit, un jour, ce sera peut-être la seule preuve que nous aurons. Preuve de quoi? Une lueur de peur,
réelle et brute, traversa le visage de Laura. Elle regarda Élise, ses yeux suppliants. « Laisse tomber, Élise. C'est une vieille histoire. Une histoire triste. Ça n'a plus rien à voir avec nous. Certaines portes sont mieux laissées fermées. Mais maman, et si quelqu'un d'autre avait une raison d'ouvrir cette porte ?» Les mots étaient sortis avant qu'elle ne puisse les arrêter. La prise de Laura sur sa main se resserra, ses doigts étonnamment forts. « Que veux-tu dire? Que s'est-il passé ?» Élise vit le pic sur le moniteur cardiaque et se maudit intérieurement. « Rien. Ce n'est rien. Juste une bêtise au travail. » Elle ne pouvait pas accabler sa mère avec ça. Pas maintenant. Elle devait la protéger. Mais la graine du doute avait été plantée. Une promesse rompue par des hommes puissants. Qui était-il? Et qu'est-ce que tout cela avait à voir avec Gédéon Pierce, un homme dont la puissance semblait capable de réécrire l'histoire elle-même? Élise savait maintenant que la bague n'était pas un simple bijou de famille. C'était un artefact d'une injustice oubliée, un témoin silencieux d'un conflit qui n'avait jamais été résolu et qui, semblait-il, venait de refaire surface de la manière la plus inattendue et la plus menaçante qui soit. À des kilomètres de là, dans un appartement terrasse qui semblait flotter au-dessus de la ville, Gédéon Pierce se tenait devant une baie vitrée allant du sol au plafond. Les lumières de la ville s'étendaient sous lui comme un tapis de diamants éparpillés. Il tenait un verre de whisky, le liquide ambré intact. Il n'avait pas réussi à se défaire de la rencontre au bistrot. La jeune fille, Élise Ollet, ses grands yeux honnêtes, sa certitude absolue. « Ma mère a une bague exactement comme la vôtre. » C'était ridicule. Et pourtant, la conviction dans sa voix, la façon dont son visage avait pâli, tout cela semblait authentique. Il se dirigea vers un lourd bureau en acajou et alluma une lampe à abat-jour vert. D'un tiroir verrouillé, il sortit un folio relié en cuir, les archives de la famille Pierce. C'était une histoire organisée, aseptisée, bien sûr, mais c'était tout ce qu'il avait. Il l'ouvrit à la section sur les héritages familiaux. Là, sur une page jaunie, se trouvait une photographie de la bague. Sa bague. La description était claire, la chevalière du Phénix, commandée en 1922 par Alaric Pierce. Forgée par l'artisan Michel Dubois de Paris. Design unique, symbole de la renaissance de la famille Pierce des cendres de la panique financière de 1921. Propriété unique transmise à l'héritier mâle de chaque génération. Son père lui avait donné la bague le jour de ses 21 ans. Elle représente notre résilience, Gédéon, avait-il dit, sa voix épaisse de fierté. Nous nous relevons toujours. Ne l'oublie jamais. Le téléphone de Gédéon vibra sur le bureau. Il jeta un coup d'œil à l'écran, Geneviève Adler. Il répondit. Adler, vous êtes encore debout, vint une voix vive et pragmatique. Geneviève Adler était plus que son avocate. Elle était celle qui réglait ses problèmes, l'exécutrice de sa volonté et la gardienne de ses secrets. Quelque chose est survenu, dit Gédéon, la voix tendue. J'ai besoin que vous fassiez une vérification d'antécédents, discrètement. Une autre OPA hostile. Une personne. Elle s'appelle Élise Ollet. Elle travaille dans un bistrot sur la 6e rue, appelé le bistrot du coin. Le nom de sa mère est Laura Ollet. Je veux tout savoir. Finances, famille, histoire, d'où elles viennent, qui étaient leurs parents, tout. Il y eut une brève pause à l'autre bout de la ligne. Geneviève était trop professionnelle pour demander pourquoi, mais il pouvait sentir sa curiosité. Ah, est-ce une affaire personnelle ou professionnelle, Gédéon? Oh, Gédéon regarda la bague à son doigt, le phénix le fixant de son œil de saphir froid. Je n'en suis pas encore sûr, admit-il, un rare moment d'incertitude, mais cela pourrait devenir problématique. Il repensa à l'histoire que son grand-père racontait parfois, une histoire racontée seulement à voix basse après quelques verres de cognac de trop, à propos du jeune frère d'Alaric Pierce, Daniel. Comment Daniel avait trahi la famille, tenté de voler les plans d'Alaric pour un nouveau type de turbine, et dans sa cupidité, avait pris la chevalière de rechange qu'Alaric avait bêtement commandée. Daniel, selon l'histoire, fut déshérité, banni, et la bague fut perdue avec lui, un symbole de traîtrise. Mais l'histoire familiale officielle, celle du folio, ne mentionnait jamais une seconde bague. Elle ne mentionnait jamais un frère nommé Daniel. C'était une histoire de fantôme, une légende familiale. Jusqu'à maintenant. Découvrez qui était le père de Laura Ollet, ordonna Gédéon, sa voix se durcissant à nouveau, le moment d'incertitude passant. Je veux son nom. Je veux savoir ce qu'il faisait dans la vie. Et je veux savoir si, pour une raison quelconque, il a un jour croisé le chemin de ma famille. Il raccrocha. La serveuse avait dit que son grand-père avait donné la bague à sa mère. Un ingénieur discret, des promesses rompues, des hommes puissants. Pour la première fois depuis très longtemps, Gédéon Pierce ressentit une parcelle de quelque chose d'autre que le contrôle.
C'était comme marcher sur de la glace mince, entendre le premier léger craquement, la sensation qu'elle cédait sous ses pieds. Il avait dit à la fille de le prouver. Mais maintenant, il réalisait avec une sombre certitude qu'il devait faire de même. Il devait prouver que sa propre histoire était la vérité. 3 jours plus tard, le nom arriva dans une seule ligne de texte crypté de Geneviève Adler, Aurélien Caron. Le nom ne signifiait rien pour Gédéon. Il le passa dans les bases de données privées de Pierce International, le recoupant avec les dossiers des employés, les listes de sous-traitants et les transactions financières remontant à un siècle. Rien. Aucun Aurélien Caron n'avait jamais travaillé pour ou avec l'entreprise de sa famille. Il sentit une vague de soulagement, rapidement suivie de suspicion. C'était trop propre, trop net. Il fulminait dans son bureau, une vaste étendue de verre et d'acier au 80e étage, lorsque Geneviève elle-même apparut à sa porte. C'était une femme sévère d'une 50aine d'années, toujours vêtue de tailleurs impeccables, ses cheveux gris tirés en un chignon serré. Elle tenait un mince dossier. « Vous n'allez pas aimer ça, » dit-elle, sans préambule. Elle posa le dossier sur son bureau. Gédéon l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient des documents publics. Un acte de naissance pour Laura Ann Caron, née à Wilmington, Delaware. Père, Aurelian Caron, mère, Helene Caron. Et puis un autre document, une demande de brevet de 1968. Inventeur, Aurélien Caron. Invention, un système d'engrenage novateur pour turbines industrielles à couple élevé. Mention de brevet, aucune. Demande retirée. Lusang de Gideon S. Glocka. Il reconnut le schéma. C'était un précurseur primitif mais indubitable de la turbine Pierce Mark III, l'invention même qui avait catapulté l'entreprise de son grand-père d'un acteur régional à une puissance mondiale au début des années 70. L'invention créditée uniquement à son grand-père, Guillaume Pierce. À la demande a été retirée le 12 octobre 1968, dit Geneviève, sa voix plate. Selon les relevés bancaires que j'ai pu consulter, le 14 octobre 1968, Aurélien Caron a effectué un dépôt unique en espèces de 50 000 $ sur son compte d'épargne, une somme considérable pour un ingénieur à l'époque. Il a démissionné de son travail une semaine plus tard, a déménagé avec sa famille et n'a plus jamais travaillé dans l'ingénierie. Il est décédé d'une crise cardiaque 6 ans plus tard, à l'âge de 42 ans. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent avec une clarté écœurante. Un accord de non-divulgation, un paiement en espèces, une idée brillante achetée et enterrée sous le nom de Pierce. Donc, il a été acheté, dit Gédéon, les mots ayant un goût de cendre. Mon grand-père a volé son invention et l'a payé pour qu'il se taise. Il semble que oui, confirma Geneviève. Les 50 000 $ ont probablement été présentés comme des honoraires de consultation pour que cela reste légal. Il n'y a aucune trace écrite liant directement cet argent au brevet. Bien sûr, votre grand-père était méticuleux. Et la bague, demanda Gédéon, regardant sa propre main. C'est là que ça devient étrange, dit Geneviève. J'ai retrouvé le joaillier qui a racheté les actifs de Dubois et Fils de Paris. Les archives sont anciennes, mais leur registre était comme votre grand-père, méticuleux. En 1922, Alaric Pierce a commandé 2 chevalières du Phénix identiques. Il a payé pour les 2. Il y a une note dans la marge, de la main de l'artisan. Elle fit glisser une copie traduite sur le bureau. On pouvait y lire, une pour le bâtisseur, une pour le rêveur. Puissent-ils voler ensemble? Du Beguz. L'histoire de fantôme de la famille n'était pas une histoire. C'était vrai. Son grand-oncle Daniel existait. Donc, Caron n'a pas volé la bague, murmura Gédéon, pensant à voix haute. Daniel Pierce, le frère déshérité, a dû la lui donner. Mais pourquoi? En guise de remerciement, un gage pour un ami, ou quelque chose de plus. Le puzzle ne concernait plus une simple serveuse de bistrot. Il concernait le fondement même de l'héritage de sa famille. Il n'était pas seulement bâti sur la résilience, mais sur un mensonge. Cette connaissance était un acide corrosif dans ses entrailles. Il devait lui reparler. Il devait confronter la réalité de son passé avec la sienne. La vérité, quelle qu'elle soit, devait émerger de la collision de leurs 2 mondes. Il sentait qu'il était au bord d'un précipice, et que le seul chemin était de sauter, en espérant trouver des réponses dans la chute. Élise essuyait le comptoir à la fin d'un autre service épuisant lorsque la clochette de la porte tinta. Son Curasi Sarah. C'était lui. Gédéon Pierce n'entra pas dans le bistrot cette fois. Il se tint sur le seuil, les lumières de la ville l'encadrant comme un halo sombre. Il était habillé de manière plus décontractée, en pantalon sombre et pull en cachemire, mais il dégageait toujours une aura de puissance inapprochable. « Mademoiselle Ollet, dit-il, sa voix calme mais audible. J'ai besoin de vous parler. » Chloé lui lança un regard nerveux. « Élise, tu n'es pas obligée. » Mais Élise savait qu'elle l'était.
Elle dénoua son tablier et le suspendit à son crochet. C'est bon. Je reviens tout de suite. Elle sortit dans l'air frais de la nuit. La rue était bruyante des sons de la ville, un contraste frappant avec le silence tendu qui s'installa entre eux. Le père de votre mère, commença Gédéon, à l'endroit au but. Son nom était Aurélien Caron. Ce n'était pas une question. Élise tressaillit. Comment savait-il cela? Oui. Et alors? Il était ingénieur. En 1968, il a déposé un brevet pour un système d'engrenage de turbine. Gédéon observait attentivement son visage, jaugeant ça. Réaction. L'esprit d'Élise est si vide. Elle savait que son grand-père était ingénieur, mais les détails étaient flous. Sa mère ne parlait jamais de son travail, seulement de sa tristesse. Je ne sais rien à ce sujet, dit-elle honnêtement. Je pense que si, rétorqua Gédéon, sa voix tranchante d'impatience. Ou votre mère le sait. Mon grand-père, Guillaume Pierce, a lancé une turbine basée sur un design identique quelques années plus tard. Cela a fait la fortune de ma famille. Caron a retiré son brevet et a accepté un paiement en espèces. Il ne s'agit plus d'une bague volée, n'est-ce pas, mademoiselle Ollet? Il s'agit d'une tentative d'extorsion. Est-ce votre plan? Utiliser cette vieille histoire pour obtenir un paiement pour les factures médicales de votre mère? L'accusation était si cynique, si cruelle, qu'elle lui coupa le souffle. Des larmes de pure rage et de frustration lui montèrent aux yeux. Comment osez-vous, murmura-t-elle, sa voix tremblante. Vous vous tenez là, dans votre pull à 1000 €, à nous regarder de haut. Ma mère se bat pour sa vie. Vous pensez qu'il s'agit d'argent? Il s'agit de son honneur. De l'honneur d'un homme que vous venez d'admettre que votre famille a probablement volé. Pour la première fois, Gédéon parut décontenancé. Il ne vit pas une intrigante, mais une fille poussée à bout. Mon grand-père a dit à ma mère que cette bague était une preuve, continua Élise, sa voix s'élevant. La preuve qu'il avait été lésé. Il n'a pas accepté un paiement. Il a été menacé. Forcé de signer l'abandon de l'œuvre de sa vie pour protéger sa famille d'hommes comme votre grand-père. Cet argent n'était pas un paiement. C'était de l'argent pour acheter son silence, pour s'assurer qu'il n'en parlerait jamais plus. Elle canalisait la douleur longtemps inexprimée de sa mère. Les mots semblaient vrais, solides, justes. Gédéon resta silencieux un long moment, les bruits de la ville s'engouffrant pour combler l'espace entre eux. Sa propre certitude s'érodait, remplacée par la possibilité dérangeante que la version de l'histoire de la serveuse, un récit de menaces et de coercition, soit plus proche de la vérité que la version aseptisée d'une simple transaction commerciale qu'il avait construite. Il y avait 2 bagues, dit-il, sa voix perdant son tranchant. Mon arrière-grand-père en a fait faire 2. Une pour lui et une pour son frère, Daniel. L'histoire familiale raconte que Daniel était un traître qui a été banni. Il la regarda, ses yeux bleus scrutant son visage. Votre grand-père était-il ami avec un homme nommé Daniel Pierce? Élise le dévisagea, perplexe. Daniel Pierce? Je n'ai jamais entendu ce nom de ma vie. Ils étaient dans une impasse. 2 familles, 2 bagues et 2 histoires complètement différentes qui se croisaient en un seul point contesté du passé. Une histoire d'une transaction commerciale propre, bien que impitoyable, une autre de vol et d'intimidation. Et au centre de tout cela, un fantôme nommé Daniel Pierce et une bague qui était censée être une promesse. À ma mère à la bague, dit Élise, sa résolution se durcissant. Vous avez votre histoire. J'ai la mienne. Et je vais découvrir laquelle est la vérité. Gédéon hocha la tête d'un seul coup sec. La condescendance avait disparu, remplacée par un respect réticent. Moi aussi. Il se tourna et s'éloigna, disparaissant dans les ombres de la ville, laissant Élise avec la prise de conscience glaçante que leur quête de la vérité était désormais inextricablement et dangereusement liée. La confrontation avec Gédéon Pierce laissa Élise ébranlée mais résolue. Elle avait défendu l'honneur de sa famille, mais ces questions résonnaient dans son esprit. Daniel Pierce. Le nom était une page blanche. Elle retourna à l'hôpital le lendemain avec un nouveau sentiment d'urgence. Elle trouva Laura assise, l'air un peu plus forte que la veille. Le livre de poésie était ouvert sur ses genoux. Maman, commença Élise en rapprochant une chaise. Nous devons parler. Pour de vrai cette fois. Plus de secrets. Laura soupira, un son long hélas, et ferma le livre. Je savais que ce jour viendrait. En te voyant avec la boîte, je savais que tu ne lâcherais pas l'affaire. Elle regarda sa fille, les yeux pleins d'un chagrin profond et ancien. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Elle? Demanda Elise, feignant ignorance. Ne joue pas les innocentes, Élise. L'homme du bistrot. Tu crois qu'un homme comme Gédéon Pierce fait une scène et que ça passe inaperçu? Chloé m'a appelé. Elle était morte d'inquiétude. Ah, les épaules d'Élise s'affaissèrent. Il m'a trouvé. Il sait pour papy Aurélien. Il pense que nous essayons de le faire chanter.
Il pense que papy a vendu son invention à la famille Pierce. L'expression de Laura se durcit. Vendu. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Elle ricana, un son amer et sec. Ton grand-père était un génie, Élise. Une âme douce et confiante qui pensait que le monde fonctionnait sur le mérite et la bonne foi. Il travaillait dans une grande entreprise, concurrente de Pierce Industries à l'époque. Il a développé son système d'engrenage de turbines sur son temps libre. C'était son chef-d'œuvre. Elle fit une pause, son regard lointain, perdu dans le souvenir. Il a fait l'erreur d'en parler à un collègue, lui faisant confiance. Ce collègue a quitté l'entreprise 2 mois plus tard pour un poste de direction chez Pierce Industries. 6 mois après, ton grand-père a reçu la visite de 2 hommes. Ce n'étaient pas des avocats. C'étaient des persuadeurs. Ils travaillaient pour Guillaume Pierce. La chambre d'hôpital stérile sembla soudainement froide. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Murmura Élise. Ils n'ont pas posé la main sur lui, dit Laura, sa voix baissant. Ils étaient plus malins que ça. Ils ont étalé des photographies sur notre table de cuisine. Des photos de moi jouant dans la cour de l'école, des photos de ta grand-mère sortant de l'épicerie. Ils lui ont dit quelle belle famille il avait. Et ils lui ont dit que ce serait dommage que quelque chose leur arrive. Puis ils ont posé une pile de papier devant lui. Un accord de non-divulgation et un contrat cédant tous les droits de son invention à une société écran appartenant à Pierce Industries. Et une enveloppe pleine d'argent. L'histoire était plus laide qu'Élise n'aurait pu l'imaginer. Ce n'était pas des affaires, c'était des tactiques de gangsters. Il a tout signé, continua Laura, sa voix tremblante. Quel choix avait-il? Il a pris l'argent parce que le refuser aurait été un acte de défi, et il avait trop peur pour les défier. Nous avons déménagé une semaine plus tard. C'était un homme brisé, Élise. Ils n'ont pas seulement volé son travail, ils ont volé son âme. Il est mort 6 ans plus tard. Mais la vérité, c'est qu'ils l'ont tué ce jour-là, dans notre cuisine. Des larmes coulaient sur le visage d'Élise. Elle comprenait enfin le plus profond de tristesse de sa mère, la peur derrière ses avertissements. Mais la bague, maman, insista doucement Élise. D'où vient la bague? Qui est Daniel Pierce? Laura tressaillit au nom, une réaction de surprise authentique. Où as-tu entendu ce nom? Gédéon me l'a dit. Il a dit que son arrière-grand-père avait fait faire 2 bagues. Une pour lui et une pour son frère Daniel, qui a été déshérité. Laura resta silencieuse pendant une bonne minute, le front plissé par la concentration. Daniel. Aurélien n'a jamais dit le nom de Pierce. Il l'appelait seulement mon ami. Son seul ami dans cette période terrible. Elle commença à raconter une autre partie de l'histoire, une qu'elle n'avait jamais partagée. Après qu'Aurélien ait été forcé de partir, il est tombé dans une profonde dépression. Mais un homme l'a recherché. Un homme qui s'est présenté seulement comme Daniel. C'était un vagabond, un paria, mais il avait une âme d'artiste et une haine pour le genre de cupidité d'entreprise qui avait détruit. Aurélien. Il avait entendu ce qui était arrivé à Aurélien par le bouche à oreille des ingénieurs. Ce Daniel, raconta Laura, a dit à ton grand-père qu'il avait lui aussi été trahi par une famille puissante. Il comprenait ce que c'était de se faire tout voler par son propre sang. Ils sont devenus amis. 2 hommes brisés trouvant du réconfort dans la compagnie l'un de l'autre. Avant que Daniel ne quitte la ville pour de bon, il a donné la bague à Aurélien. Elle regarda Élise, ses yeux intenses. Il a dit à Aurélien que ceci devait symboliser un rêve partagé entre frères. Elle a été forgée dans l'espoir et souillée par la cupidité. Elle appartient aux lésés, pas aux malfaiteurs. Garde-la comme preuve que l'intégrité a une valeur que l'argent ne peut acheter. Un jour, le phénix se relèvera pour la bonne personne. Aurélien chérissait cette bague plus que l'invention elle-même. C'était un symbole qu'il n'était pas seul dans sa souffrance. Donc, Daniel Pierce n'était pas un traître. Il était une autre victime. Et il avait donné la bague, son propre droit d'aînesse, à un autre homme lésé comme un acte de solidarité. L'histoire était tellement plus profonde, tellement plus tragique que le froid registre familial de Gédéon. Au même moment, Gédéon se trouvait dans la demeure ancestrale de sa famille, un vaste domaine en pierre à 1 heure de la ville. Il venait rarement ici. L'endroit ressemblait plus à un musée qu'à une maison, rempli de portraits d'ancêtres au visage sévère. Dans la bibliothèque, une pièce lambrissée de bois sombre qui sentait le vieux papier et le vernis, il rencontra son cousin, Robert Pierce. Robert était de quelques années son aîné, avec un sourire étudié et le charme facile d'un homme qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Il gérait la fondation caritative de la famille, un rôle qui l'obligeait à assister à des galas et à couper des rubans. Gédéon, à quoi devons-nous cet honneur? Dit Robert en versant 2 verres de cognac. Lassé de la jungle de béton. Je cherche des informations, Robert, dit Gédéon, allant droit au but. Sur le grand-oncle Daniel. Le sourire de Robert vacilla une fraction de seconde.
Daniel le mouton noir? Cette vieille histoire de fantôme. Qu'est-ce qui te prend? J'ai des raisons de croire que l'histoire est vraie, et je dois connaître les détails. Les vrais détails, pas la version aseptisée. Robert fit tourner le cognac dans son verre, l'air soudain pensif. Eh bien, tu connais la légende. C'était le frère cadet, l'artiste, le rêveur. Alaric était le pragmatique, le bâtisseur. Daniel aurait accusé Alaric d'avoir volé ses idées pour les premiers succès de l'entreprise. Il a tenté un coup d'État au conseil d'administration. Quand ça a échoué, il a disparu, mais pas avant d'avoir volé une bague de valeur et soi-disant vendu des secrets de l'entreprise à un rival. Robert soupira de façon théâtrale. À une histoire classique de rivalité fraternelle et de trahison. C'est pourquoi la ligne de succession a toujours été si rigide. Pour éviter un autre Daniel. C'était l'histoire que Gédéon avait toujours connue. Mais en l'entendant maintenant, elle semblait mince, théâtrale. Une narration commode pour justifier la consolidation du pouvoir d'Alaric. « Et tu crois ça ?» demanda Gédéon. « Pourquoi ne le devrais-je pas? C'est notre histoire, dit Robert avec un haussement d'épaule. C'est un peu dramatique, certes, mais ça explique pourquoi la famille a fait bloc. Pourquoi grand-père Guillaume était si agressif dans ses affaires. Il protégeait l'héritage familial des vautours, d'une autre trahison. Il se pencha en avant, sa voix conspiratrice. Pourquoi cet intérêt soudain? Un de ses descendants est sorti du bois en quête d'une aumône? La question était désinvolte, mais le regard de Robert était vif, investigateur. Gédéon ressentit une méfiance soudaine et instinctive. Robert avait toujours semblé superficiel, mais peut-être que c'était une façade soigneusement construite. C'est une affaire privée, dit Gédéon, la voix sèche. Bien sûr, dit Robert en se penchant en arrière, le sourire charmant revenant. Eh bien, si tu veux déterrer de vieux os, ne te gêne pas. Les vieux papiers de la famille sont dans le bureau de l'aile ouest. La correspondance privée de Papy Guillaume. Fais-toi plaisir. Ne sois juste pas surpris si le fantôme que tu trouves est plus laid que tu ne l'imagines. Gédéon laissa Robert avec son cognac et se rendit au bureau. La pièce était poussiéreuse, inutilisée depuis des années. Il trouva les boîtes de lettres attachées avec du ruban délavé. Pendant des heures, il les tria, lisant l'écriture cursive élégante de son grand-père. La plupart concernaient les affaires. Mais ensuite, il trouva une série de lettres de la fin des années 1960 adressées au chef de la sécurité de son grand-père. Le contenu lui donna la nausée. Il y avait des mises à jour sur la surveillance d'un homme nommé Aurélien Caron, des rapports sur l'emploi du temps scolaire de sa fille, la routine quotidienne de sa femme. Et puis, une note finale glaçante. Sujet Caron a été neutralisé. Actif sécurisé. Il ne constitue plus une menace. Neutralisé. Actif sécurisé. L'histoire d'Élise Ollet était vraie. Tout était vrai. La fortune de sa famille était bâtie sur le vol et cimentée par les menaces. Le poids de la découverte était écrasant. Mais alors qu'il continuait à fouiller dans les papiers, il trouva autre chose. Quelque chose qui ne correspondait ni à son histoire, ni à celle d'Élise. C'était une seule note pliée, séparée des lettres, glissée à l'arrière d'un registre. C'était de l'écriture de son grand-père Guillaume, mais elle était frénétique, presque illisible. Il sait. R.L.A. Trevay. Il peut tout ruiner. Daniel est la clé. Doit protéger le nom. La note n'était pas datée. Qui était-il? Et qui était ce R? Robert, peut-être? Cela semblait trop commode. Et que signifiait « Daniel est la clé » ? Daniel était censé être un fantôme, un traître disparu depuis longtemps. Mais cette note, écrite des décennies après la disparition de Daniel, parlait de lui comme d'une menace présente et active. Gédéon se tenait dans le bureau poussiéreux et silencieux, tenant deux testaments contradictoires. D'une main, la vérité sordide du crime de son grand-père contre Aurélien Caron. De l'autre, une note cryptique qui suggérait qu'une conspiration plus profonde et plus complexe était en jeu. L'histoire ne concernait plus seulement son grand-père et celui d'Élise. Il y avait un troisième joueur, un fil caché, et le nom de ce fil était Daniel. La découverte de la note de son grand-père plongea Gédéon dans un état d'obsession concentrée. Il sait. R.L.A. Trevay. Daniel est la clé. C'était un message codé. Et Gédéon savait qu'il ne pourrait pas le déchiffrer seul. L'animosité entre lui et Élise s'était dissipée, remplacée par la sombre réalité qu'ils étaient les deux seules personnes ayant un intérêt dans la vérité complète. Il la trouva là où il savait qu'elle serait, dans la cafétéria de l'hôpital, fixant une tasse de café avec la même expression hantée qu'il voyait dans le miroir. Il s'assit en face d'elle, posant un mince dossier sur la table entre eux. « Votre mère avait raison, dit-il, sa voix dépourvue de son autorité habituelle, remplie plutôt d'une gravité tranquille. Surtout, less menaces, la coercition.
Mon grand-père a fait vivre un enfer à votre famille. Il poussa le dossier vers elle. Il contenait les copies des rapports de surveillance sur la famille Caron. Voici la preuve. Élise ouvrit le dossier, ses mains tremblant en lisant les descriptions froides et cliniques de sa mère, petite fille, en train d'être observée. Son visage pâlit. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux écarquillés d'un mélange de justification et d'horreur. Pourquoi me montrez-vous ça? Parce que mon histoire s'effondre, et la vôtre aussi, dit Gédéon. Il y a plus que ça. Il lui parla de la note. Daniel est la clé. Elle a été écrite par mon grand-père, Guillaume, longtemps après que votre grand-père ait été réduit au silence. Il avait peur de quelqu'un. Quelqu'un qui connaissait la vérité sur Daniel. Élise fronça les sourcils. Mais Daniel a donné la bague à mon grand-père. C'était un paria, une victime comme Aurélien. C'est ce qu'il a dit à votre grand-père, rétorqua Gédéon. Mais si ce n'était pas toute l'histoire? Et si la disparition de Daniel ne concernait pas seulement le fait qu'il ait été banni? Nous avons deux histoires, la vôtre et la mienne, mais elles sont toutes deux basées sur ce que nous ont dit des gens qui ont été eux-mêmes trahis ou qui mentaient. Nous avons besoin d'une source primaire, d'une vérité objective. Où trouvons-nous ça? Demanda Élise, le poids d'une conspiration multigénérationnelle s'abattant sur ses épaules. Les bagues, dit Gédéon, une étincelle d'inspiration dans les yeux. Elles sont la seule constante. Elles sont le point d'origine. Mon arrière-grand-père Alaric les a commandées à un artisan parisien, Michel Dubois. L'entreprise a disparu, mais j'ai trouvé la société qui a acquis ses actifs, plus important encore, ses archives. Les registres. À Paris. Le cœur d'Élise se serra. C'était à l'autre bout du monde. J'ai fait scanner les pages pertinentes et me les suis fait envoyer ce matin, dit Gédéon en tapotant son téléphone. Les images en haute résolution attendent dans mon bureau. J'ai besoin d'une autre paire d'yeux. Vos yeux. Vous connaissez votre bague mieux que quiconque. Une heure plus tard, Élise se retrouva dans un endroit qu'elle n'aurait jamais pu imaginer, le bureau de Gédéon Pierce au 80e étage. Le silence était absolu, la vue sur la ville a coupé le souffle. Sur un écran massif qui couvrait un mur entier se trouvait une image haute résolution d'une page d'un vieux registre relié en cuir. L'écriture était un français élégant et arachnéen. Une transcription traduite défilait à côté. Ils se penchèrent sur l'entrée de la commande d'Alaric Pierce de 1922. Comme Geneviève l'avait découvert, elle listait deux bagues identiques. Mais en zoomant sur les notes originales en français de l'artisan, Élise vit quelque chose que le traducteur avait manqué. La note du traducteur disait « Une pour le bâtisseur, une pour le rêveur ». Mais le français original était plus spécifique. Élise avait fait 4 ans de français au lycée. Et bien qu'elle soit rouillée, une phrase lui sauta aux yeux. « Gardien, ce n'est pas rêveur », dit Élise lentement en montrant l'écran. « Gardien de l'âme. Ça veut dire gardien de l'âme. » Getty Zuma, Lee Saint La phrase. Gardien de l'âme, répéta-t-il, les mots semblant lourds et significatifs. Un bâtisseur d'empire et un gardien de son âme. Ce n'était pas une rivalité. C'était censé être un partenariat, un équilibre. Cela changeait tout. Alaric et Daniel n'étaient pas censés être des concurrents. Ils étaient censés être les deux moitiés d'un tout. L'histoire de la trahison de Daniel était une pure invention. En parcourant la page plus bas, Gédéon remarqua une petite annotation à côté de l'entrée, ajoutée d'une autre main et avec une encre différente. Elle était datée de 1945. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il, agrandissant la note. Le français était arachnéen et difficile à lire. « Reçu lettre de Monsieur Daniel Pierce », commença la note. Gédéon traduisit avec hésitation. Il demande une modification sur la seconde bague, à l'intérieur de l'anneau. Il n'est plus un Pierce. Il est autre chose. En Gédéon et Élise échangèrent un regard. Plus un Pierce, murmura Élise. Il a changé de nom, réalisa Gédéon. Quand il a été banni, il a complètement abandonné le nom de famille. La note continuait. Il demande que je grave un nom. Gédéon lut, sa voix s'étranglant sur le nom, Owen. Élise suffoqua, sa main volant à sa bouche. Owen, le nom de mon grand-père. Mais c'était en 1945. Mon grand-père n'aurait rencontré Daniel que 20 ans plus tard. Ce n'est pas le nom de votre grand-père, dit Gédéon, une réalisation soudaine et choquante l'illuminant. Il tapa furieusement sur son clavier, consultant les archives généalogiques de sa famille, remontant plus loin qu'il ne l'avait jamais fait. Ses doigts volaient, son esprit s'emballait. Il trouva son arrière-grand-père, Alaric Pierce, puis son arrière-grand-mère, Béatrice, et ensuite il trouva son arbre généalogique. Son nom de jeune fille était Beaumont. Et son père, le beau-père d'Alaric, s'appelait Eudes Beaumont, un riche magnate du transport maritime qui avait financé les premières entreprises d'Alaric,
décédé en 1944. La vérité les frappa tous les deux comme un coup physique. L'inscription n'était pas pour le grand-père d'Élise. C'était un mémorial. La bague, souffla Élise, reconstituant les pièces. La bague n'était pas pour deux frères. C'était pour un père et un fils. Alaric Pierce et son fils, Guillaume, mon grand-père. Non, dit Gédéon, ses yeux écarquillés par la clarté horrifiante de la vérité. Alaric n'avait pas de fils nommé Guillaume en 1922. Son fils Guillaume est né en 1925. En 1922, Alaric Pierce avait un enfant. Un fils né en 1905. Son premier-né. Il cliqua une dernière fois, et une photographie en noir et blanc remplit l'écran. C'était un portrait officiel de deux jeunes hommes, tous deux beaux et fiers. L'un était clairement un jeune Alaric Pierce. L'autre, le rêveur, le gardien de l'âme, était son frère. Sous la photographie se trouvait la légende, Alaric et Daniel Pierce, 1921. Et en dessous, dans l'archive généalogique officielle, se trouvait la pièce finale et dévastatrice du puzzle. L'entrée pour Daniel Pierce listait son nom complet, Daniel Owen Pierce. Daniel était le Owen, pour qui la bague avait été gravée. Ce n'était pas un mémorial à son beau-père. Il reprenait son deuxième prénom, la seule partie de son identité que son frère ne pouvait pas lui enlever. Le retournement de situation était si profond, si complet, que le silence tomba dans la pièce. Toute l'histoire de la famille était un mensonge. Daniel n'était pas le frère cadet. D'après son année de naissance, il était le frère aîné. Il aurait dû être l'héritier. Alaric était le fils cadet, le bâtisseur. Et Guillaume Pierce, le grand-père de Gédéon, n'était pas le fils unique d'Alaric. Attendez. Gédéon regarda à nouveau les dates de naissance. Daniel, né en 1905. Guillaume, né en 1925. Cela ne pouvait pas être juste. Ils n'étaient pas frères. Alaric et Daniel étaient frères. Mais Guillaume. Guillaume n'était pas le frère de Daniel. Il était son neveu. L'histoire qu'il poursuivait était fausse. Les acteurs étaient faux. Le grand-père d'Élise n'avait pas rencontré un paria au hasard. Il avait rencontré Daniel Owen Pierce, le véritable héritier déshérité de la fortune Pierce. Et Daniel ne lui avait pas donné un gage de solidarité. Il lui avait donné la bague, sa propre bague, gravée de son propre nom, pour la garder en lieu sûr. C'était une preuve, une revendication dormante sur un empire. Et Guillaume Pierce, le grand-père de Gédéon, n'avait pas seulement volé une invention à Aurélien Caron. Il l'avait fait pour supprimer un homme qui avait été en contact avec la seule personne sur Terre qui pouvait contester la légitimité de son propre père, et donc la sienne, son oncle, Daniel Pierce. La note, il sait. R.L.A. Trevay. Daniel est la clé. Prit tout son sens. Il, c'était Aurélien Caron. A.R. était probablement le père ou le grand-père de Robert, une autre partie de la conspiration. Et Daniel était la clé parce que son existence, et son lien avec Caron, menaçaient de défaire le mensonge fondamental sur lequel toute la vie et la fortune de Guillaume Pierce s'étaient bâties. Il n'avait pas seulement réduit au silence un inventeur. Il réduisait au silence un témoin. La vérité, reconstituée à partir du registre de l'artisan, était plus corrompue qu'il ne l'avait jamais imaginé. Daniel Owen Pierce, l'héritier légitime, avait été systématiquement effacé de l'histoire. Le grand-père de Gédéon, Guillaume, avait réduit Aurélien Caron au silence non pas pour une simple invention, mais pour enterrer le mensonge fondateur de la puissance de leur famille. Il devint terriblement clair que le cousin de Gédéon, Robert, connaissait ce sale secret et se positionnait pour l'utiliser comme une arme dans un jeu de pouvoir d'entreprise. Il n'y avait qu'un seul endroit pour forcer une confrontation, le gala de charité annuel de la Fondation Pierce, la scène personnelle de Robert. Pour Élise, la présence de sa mère était non négociable. Ce combat ne consistait plus seulement à découvrir la vérité, il s'agissait de rendre la justice. Et pour que cela se produise, la voix de la victime devait être entendue. La grande salle de bal scintillait d'un faux éclat, un cadre parfait pour la révélation. Robert était dans son élément, l'hôte charmant et bienveillant. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il voie Gédéon et Élise se frayer un chemin directement vers lui. Son sourire étudié devint une façade fragile. Robert, commença Gédéon, sa voix basse et froide, coupant court aux amabilités. La partie est terminée. Nous savons pour Daniel Owen Pierce, le véritable héritier. Robert ricana, préparant une réplique condescendante. Gédéon, tu as clairement écouté les contes de Fédune. Il fut interrompu par une voix de femme, faible mais amplifiée par un microphone qui trancha le bavardage poli de la salle de bal. Son conte de fées a coûté la vie à mon père. Un silence de mort tomba sur la pièce. Tous les yeux se tournèrent vers l'entrée où Laura Oley était assise dans un fauteuil roulant, son regard fixé sur Robert avec une intensité qui défiait sa fragilité.
Guillaume Pierce a détruit mon père parce qu'il était ami avec l'homme honorable que votre famille a rejeté, déclara Laura. Mon père a été forcé de garder votre secret. Je ne le ferai pas. Alors que des murmures stupéfaits parcouraient la foule, les écrans géants sur scène, censés afficher des photos des bonnes œuvres de la Fondation, vacillèrent. Élise leva son téléphone, et l'image accablante du registre parisien remplit les écrans pour que tous la voient, l'entrée détaillant la commande de 2 bagues, et le nom aggravé à l'intérieur de la seconde, Owen. Pris au piège, Robert regarda le visage accusateur de Laura, puis la preuve irréfutable sur les écrans. Il était acculé par un fantôme du passé et une preuve gravée dans la pierre. Gédéon s'avança, sa voix résonnant d'une autorité glaçante. L'héritage de ma famille est bâti sur un mensonge, annonça-t-il au public captif. Un mensonge pour lequel mon grand-père a réduit un homme au silence pour le protéger, et un mensonge que mon cousin, et il se tourna, clouant Robert d'un regard, prévoyait d'utiliser pour son propre gain personnel. L'accusation publique poussa Robert à bout. Son sang-froid soigneusement construit vola en éclats pour laisser place à une rage pure et sans retenue. Espèce d'imbécile, Gédéon, siffla-t-il, oubliant le micro en direct à quelques centimètres de sa bouche. J'essayais de nous protéger. Je connaissais la vérité, et je l'ai gardée enterrée. Toi et ta pathétique petite serveuse, vous avez tout ruiné. L'aveu, amplifié pour que tous l'entendent, résonna dans le silence de mort de la salle de bal. En un seul souffle auto-incriminant, Robert avait confirmé un siècle de corruption et signé sa propre chute spectaculaire. Il se tenait seul, exposé sous les lustres étincelants, le roi d'un château corrompu qui venait de s'effondrer en poussière autour de lui. Les suites du gala furent un tourbillon de gros titres et de démissions. La dynastie Pierce fut ébranlée, mais dans le calme qui s'ensuivit, elle renaissait, elle ne se brisait pas. Quelques semaines plus tard, dans une suite d'hôpital privé baigné de soleil, une paix fragile s'était installée. Laura Hollet, regardant un jardin verdoyant, avait une lumière dans les yeux qu'Élise n'avait pas vue depuis des années. Le poids d'une vie de secret avait enfin été levé. Gédéon Pierce entra tranquillement dans la pièce, non plus en magnate intouchable, mais en homme humilié par la vérité. Il n'offrit pas de vaines excuses. Au lieu de cela, il posa un document relié en cuir sur la table à côté du lit de Laura. La fondation Daniel Owen Pierce, dit-il, sa voix stable et sincère. Elle existera pour financer les inventeurs et les artistes indépendants que ma famille a tenté d'écraser. Une part importante de la fortune de ma famille servira de dotation, avec la succession d'Aurélien Caron comme premier bénéficiaire honoraire. Les larmes montèrent aux yeux d'Élise. C'était plus qu'une restitution, c'était la justice forgée en un nouvel héritage. Laura tendit simplement la main et la posa sur celle de Gédéon. « Vous l'avez honoré, murmura-t-elle. Vous les avez tous honorés. » Gédéon regarda alors Élise, retira sa propre bague du phénix de son doigt et la plaça à côté de celle qui avait tout commencé. Les 2 bagues, flammes jumelles d'or pâle, reposaient côte à côte, enfin réunies. Une pour le bâtisseur, une pour le gardien, dit-il, son regard s'ancrant dans le sien. Je peux reconstruire l'entreprise, mais il lui manque son âme depuis un siècle. Aidez-moi à la ramener, Élise. C'était une offre non pas d'argent ou de pouvoir, mais de but. En regardant les 2 bagues, symbole d'une promesse enfin tenue, Élise vit un chemin clair s'ouvrir devant elle. Oui, dit-elle, sa voix ferme et son cœur plein. Donnons-leur un héritage auquel croire. Une seule phrase dans un bistrot tard le soir a déclenché une chaîne d'événements qui a réécrit l'histoire. Élise Hollet, une serveuse qui s'est battue pour l'honneur de sa mère, a prouvé que la vérité, aussi profondément enfouie soit-elle, a un pouvoir qu'aucune fortune ne peut supprimer. Et Gédéon Pierce, un milliardaire piégé dans une cage dorée de mensonges, a découvert que la vraie richesse ne réside pas dans ce dont on hérite, mais dans l'intégrité que l'on choisit de construire. Leur histoire nous rappelle que chaque famille a ses secrets et qu'il faut parfois le courage d'un étranger pour mettre la vérité en lumière, permettant au phénix de renaître enfin de ses cendres. Si cette histoire de vérité, de justice et du pouvoir incroyable de la voix d'une personne vous a ému, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui apprécie une histoire qui est plus que de la fiction. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de drames de la vie réelle qui resteront avec vous longtemps après que l'écran se soit éteint. Cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne. Merci de votre écoute.